Banaza était un loser gentil invoqué comme héros mais qui s'est avéré faible et inutile. Cependant, quand il dompte une louve sexy, il devient surpuissant et utilise sa force pour déboîter tout le monde, même une petite chatte louve. Après son invocation, Banaza se retrouve entouré de mages, et l'évêque lui dit qu'il est un candidat héros qui va combattre l'armée des ténèbres et libérer leur nation du mal. En évaluant ses capacités, l'évêque explique que les héros sont invoqués au niveau 1 et reçoivent des compétences divines et des stats élevées des dieux pour leur mission. Hélas pour Banaza, les dieux faisaient la sieste lors de son invocation. Il n'obtient donc que des stats horribles et des compétences commerciales de base inutiles contre l'armée des ténèbres. À ce moment, un autre héros aux stats légendaires est invoqué et tout le monde se rue vers lui pour le flatter, ignorant Banaza comme l'enfant du milieu à table. Peu après, le prince charmant est mené au roi, qui organise une fête géante tandis que Banaza attend dehors, espérant qu'on le renverra chez lui. Plus tard, il apprend qu'il ne peut pas repartir, alors pour compenser son échec, le roi lui offre de résider dans une forteresse voisine. Après 3 semaines de voyage, on le laisse devant une forêt avec un sac sans fond, contenant assez de nourriture et d'argent pour un moment. En fouillant le sac, il trouve une épée bon marché et s'en sert pour tuer les slimes qui l'attaquent. Son épée se brise après quelques coups, mais il parvient à atteindre le niveau 2, et toutes ses statistiques affichent étrangement le signe de l'infini, ce qui signifie qu'elles sont désormais au maximum. Il active ensuite le guide vocal et découvre une tonne de nouveaux sorts qu'il peut désormais utiliser. Ensuite, il décide de se reposer dans la forêt, mais on lui dit qu'elle est contaminée par un gaz démoniaque toxique. Son guide vocal lui dit d'utiliser un sort de purification pour dissiper le gaz. Et même si tout semble normal, Banaza gagne des dizaines de nouveaux niveaux et de compétences. De retour dans la capitale, la princesse s'approche du roi et lui dit qu'il est cruel de laisser le héros dans la forêt, surtout puisque l'armée des ténèbres y a une base. C'est alors que le messager révèle que quelqu'un a purifié toute la forêt et le roi croit que c'est l'autre héros aux stats légendaires. Pourtant, il est choqué d'apprendre que c'est l'œuvre du héros inutile exilé vers le nord. De retour dans la forêt, Banaza est sur le point d'atteindre le niveau 400 et comme il est banni de la ville, la voix guide lui conseille d'utiliser la magie de métamorphose pour que les autres ne le reconnaissent pas. En essayant, il se transforme par erreur en une nana à la poitrine généreuse, mais décide qu'il n'est pas encore prêt à être une femme. Après avoir trouvé un nouveau déguisement, il utilise la magie de téléportation pour retourner à la capitale. Mais quand il tente de retourner dans son propre monde, le sort ne fonctionne pas. Ensuite, il parcourt la ville pour gagner de l'argent et tombe sur une guilde d'aventuriers similaire à celle de son ancien monde. Il s'inscrit sous le nom de Flio et se dirige vers le tableau d'affichage pour trouver du travail. C'est là qu'il voit une fille demander à un aventurier de l'escorter jusqu'à la forêt de Delaveza, celle où il était. Tout le monde refuse, jugeant l'endroit bien trop dangereux. Alors Banaza l'approche et lui dit poliment qu'il va simplement la téléporter là-bas. En entendant le nom du sort, tout le monde le dévisage, lui faisant réaliser que la téléportation est très avancée ici. À ce moment, une blonde sort son épée, se présente comme Balirosa et l'accuse de mentir sur l'usage de la magie de téléportation. Son escouade accuse Banaza d'être la divinité de ce monde et comme il ne veut pas d'ennui, il décide de prouver aux filles qu'il ne ment pas. Ils se réunissent dans une ruelle discrète et Banaza les téléporte tous dans la forêt sans aucun effort, à leur plus grand choc. Balirosa met aussitôt genou à terre, l'appelant Messire Flio et s'excusant d'avoir été impoli envers un mage aussi talentueux. D'un autre côté, la petite fille remarque que tout le gaz toxique de la forêt a disparu. Mais avant que Banaza ne dise que c'est lui, le guide vocal l'informe que la fille est aussi un démon et qu'il vient d'éliminer tout son clan. En entendant cette information, Balirosa et son escouade dégainent leurs armes, expliquant qu'ils ont entendu parler d'un démon qui guide les aventuriers jusqu'à la forêt avant de les chasser. Au départ, son visage innocent trahit de la peur, mais en comprenant qu'elle n'a aucun moyen de s'échapper, elle abandonne toute façade et révèle sa véritable forme, se présentant comme Fenris des Infernal Fours. Alors qu'elle libère un gaz toxique, toute l'escouade tombe à genoux, et Balirosa explique que les 4 infernaux sont des démons surpuissants. Comme Banaza ne peut pas tous les protéger à la fois, il utilise la magie de téléportation pour renvoyer les filles. Une fois seul, il refuse de mourir sitôt et sort tous les sorts qu'il connaît pour affronter le monstre. Bien qu'il soit inexpérimenté en combat, Banaza enchaîne les sorts qui lui viennent à l'esprit pour éviter les attaques de Fenris, ce qui finit par la frustrer de plus en plus. Finalement, il l'immobilise avec la magie de gravité, et le guide vocal suggère d'utiliser l'asservissement pour faire d'elle son esclave. Cependant, Banaza est une âme charitable opposée à l'esclavage et il refuse d'utiliser ce sort. Pendant qu'il continue d'hésiter, Fenris fait de son mieux pour échapper à sa magie de gravité, mais finit par s'effondrer, reconnaissant que sa puissance ne suffit pas pour l'affronter. Elle lui demande de la tuer, mais Banaza refuse, disant qu'il n'a jamais voulu la combattre au départ.
Il lève alors son sort, mais Fenris est confuse car elle pense que les humains et les démons doivent se battre jusqu'à la mort. Pourtant, Banaza dit que c'est pareil pour lui et qu'il ne peut blesser quelqu'un qui se rend au grand choc de Fenris. Elle reprend alors sa forme humaine, mais Banaza se détourne soudainement, lui disant qu'elle expose tout son attirail. La couvrant de sa propre veste, il lui dit poliment qu'il la laissera partir si elle arrête de chasser les humains. Il décide alors de lui chercher des vêtements, mais Fenris s'endort à cause de l'épuisement de sa magie. Banaza installe alors un campement et la laisse dormir à l'intérieur pendant qu'il examine ses nouveaux sorts débloqués. Peu après, Fenris se réveille et réalise que Banaza l'a soignée pendant qu'elle dormait. Elle est toujours confuse, car n'importe qui d'autre à sa place l'aurait simplement exploité. Alors, pour le rembourser, elle promet de ne plus jamais combattre les humains. En plus de cela, elle le désigne comme son maître et promet de lui dévouer toute sa vie en le soutenant moralement le jour et oralement la nuit. Banaza recule aussitôt, disant qu'il refuse l'esclavage et ne peut posséder une vie, mais Fenris fait des mines pour le faire céder. Elle dit même qu'elle préférerait mourir si elle ne peut pas le servir, alors Banaza accepte à contre-cœur qu'elle reste à ses côtés. Plus tard, il explique qu'il a été invoqué d'un autre monde comme candidat héros, mais il n'a aucune compétence et ne peut même pas rentrer chez lui. Il lève temporairement sa magie de métamorphose pour lui montrer son vrai visage, lui disant même que les gens du château le recherchent. Il dit ensuite qu'il n'a nulle part où aller ni aucun but, et que si elle le suivait, elle serait elle aussi totalement perdue. Fenris lui dit calmement que son espèce ne vit que pour un seul but, celui de servir celui qu'il considère comme leur maître. Elle ajoute que peu importe qui il est ou d'où il vient, car elle lui sera fidèle pour le restant de ses jours. Pendant ce temps, au château, le roi s'adresse à l'autre héros, lui demandant des nouvelles de sa mission contre l'armée des ténèbres. Le héros se plaint que ses troupes n'étaient que des mauviettes qui ont rompu la formation face aux démons et ont été balayées en 2 secondes. Il dit au roi d'être reconnaissant d'avoir sauvé qui il pouvait avant de s'en aller comme une reine impertinente. Après son départ, le roi apprend que le héros est resté en retrait et s'est enfui comme un lâche pendant que les autres se battaient vaillamment. Dehors, le héros s'inquiète du fait que malgré ses excellentes stats, il n'a aucune compétence, ce qui l'empêche de combattre des bêtes plus fortes. C'est alors que sa servante, Souya, apparaît, et la seule chose qu'elle a pour elle, c'est la taille impressionnante de ses melons. Elle invite le héros à une petite partie de jambes en l'air et le gars la suit avec empressement. Le lendemain, Banaza et Fenris marchent en ville, et le gars lui conseille de ne plus l'appeler maître. Quand un marchand l'appelle madame, Banaza pense qu'il vaut mieux que les gens la prennent pour sa femme. Fenris prend cela pour une demande en mariage et accepte, disant que c'est le plus grand honneur pour son espèce d'avoir un mari fort. Plus tard, Fenris s'inscrit à la guilde sous le nom de Riz et reçoit un accessoire similaire à celui de Banaza. Toute timide, elle explique que chez elle, les couples avalent les os d'une proie chassée ensemble pour fêter leur union, et cela lui a rappelé ça. Ensuite, Banaza lui conseille de rester déguisée et de faire de son mieux pour agir le plus humainement possible. À ce moment, l'hôtesse de la guilde annonce une requête urgente. Un grand groupe d'ours psychopathes a été repéré juste au nord d'ici. Avec une prime 10 fois supérieure à la normale, Fenris demande à Banaza de prendre la quête, mais il pense ne pas être assez fort. Pour prouver qu'il est fort, Fenris prend la quête elle-même, et il se téléporte là où les ours doivent apparaître. Alors que Fenris s'excite à l'idée de se battre aux côtés de son maître, ils entendent un cri et voient Balirosa et ses chevaliers encerclés par des ours. Quand l'un de ses chevaliers est submergé par un ours, Banaza utilise un sort de foudre pour l'abattre ainsi que tous les autres. Alors que les filles regardent, choquées, Banaza apparaît enfin, et elles le reconnaissent comme Sir Flio, celui qui les a sauvés plus tôt. Après l'avoir remercié de l'avoir sauvé à nouveau, Balirosa l'interroge sur Fenris, et Banaza lui dit qu'elle est sa compagne de voyage. Cela rend Fenris triste car elle aimerait qu'il la présente officiellement comme sa femme. Soudain, un ours l'attaque par surprise, mais un simple regard dans ses yeux suffit à le faire capituler. Alors que Fenris et Banaza envisagent d'adopter cet ours, Balirosa et son équipe sont horrifiés car ces bêtes sont censées être féroces. Banaza lance alors un sort de restriction sur l'ours pour l'empêcher d'attaquer les humains, puis un sort de métamorphose le change en un adorable petit renard. Ensuite, Balirosa les emmène chez elle, où elles se présentent toutes une par une. Son équipe se compose de Blossom, Billeri et Bellano, et elles demandent toutes à Banaza de leur apprendre à devenir plus fortes. Elles lui disent que l'armée du héros a été anéantie par les ours psychopathes, et que le héros a refusé de mener une autre attaque sans de meilleurs guerriers. Ainsi, le roi a ordonné à chaque chevalier de monter de niveau en battant au moins un ours psychopathe, mais elles ne sont pas assez fortes pour ça.
En entendant tout cela, Fenris devient soudainement jalouse et une aura sombre l'entoure. Mais Banaza la calme en disant aux filles qu'elle est en fait sa femme. Les filles reculent car elles ne veulent pas se mêler de sa vie privée, mais Fenris change d'avis et dit à Banaza d'apprendre aux filles à se battre. Après qu'il a accepté, les filles lui demandent une dernière chose, une chambre chez lui pour pouvoir être proche de lui à tout moment. Avant qu'ils ne puissent répondre, Fenris accepte de les héberger, disant qu'elles n'auront besoin que d'une chambre puisqu'ils sont en couple. Pendant ce temps, un démon-chat nommé Uliminas fait son rapport au Seigneur des Ténèbres, révélant que leur camp dans la forêt de Delaveza a été complètement anéanti par un sort de purification. Intrigué par la personne qui l'a lancé, le Seigneur des Ténèbres lui ordonne de capturer le coupable. Le lendemain, Banaza se réveille et trouve Fenris assise à côté de lui, prétendant être sa femme. Il se rappelle que la nuit dernière, elle voulait passer à l'acte, mais quand il a refusé, elle est devenue toute triste, pensant qu'il la détestait. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas sauter l'étape de la lune de miel et qu'il valait mieux qu'il dorme dans le couloir. Mais elle lui a rappelé que les autres auraient des soupçons. Elle l'aide alors à quitter ses vêtements de nuit, mais Balirosa entre dans la pièce au pire moment, puis s'enfuit en s'excusant. Plus tard, Banaza décide qu'il est temps d'entraîner les filles, alors il les oppose à un sanglier sauvage pour les endurcir. Mais dès que la bête les charge, Balirosa panique et s'enfuit en courant. Heureusement, Blossom intervient et arrête le sanglier d'un puissant coup d'épée. Fenris dit rapidement à Bellano de dresser un bouclier devant Blossom et elle le fait juste à temps. Après cela, Billery s'avance et décoche sa flèche, mais sa visée est tellement mauvaise que le tir érafle à peine le sanglier. Les choses empirent quand la magie de Bellano s'épuise et que le bouclier disparaît, laissant le sanglier les poursuivre. Alors que Banaza regarde les filles hurler, il dit à Fenris que se bâtir un harem de beauté est bien plus réaliste que de transformer ces incapables en guerrières. Plus tard, alors que Banaza apporte des lits douillets, Fenris appelle tout le monde pour le dîner, servant fièrement de la viande crue. Banaza fixe l'assiette avec horreur, mais lui dit poliment qu'il vaudrait mieux que la viande soit cuite. Mais elle la préfère crue, comme ta mère. Il propose son aide et Balirosa le rejoint dans la cuisine. Peu après, ils préparent un vrai repas qui a l'air tout à fait comestible. Les filles sont surprises par le goût et pensent que c'est de la magie, mais Banaza leur dit que c'est grâce à Balirosa. Fenris, de son côté, regarde la salade avec méfiance et dit que seules les bêtes faibles mangent de l'herbe. Banaza la convainc d'essayer et après une bouchée, elle admet discrètement que c'est bon. Le lendemain, ils emmènent un chariot de sangliers morts en ville à la guilde, attirant l'attention de tous. En attendant, Fenris demande à explorer la ville et Banaza accepte. À ce moment, un demi-humain nommé Léolith approche Banaza et dit qu'il doit lui parler en privé. Banaza le suit dans un bureau où on lui offre du thé et lui dit que le roi a entendu parler de ses exploits. Le roi veut que Banaza aide le héros et devienne un chevalier honoraire en retour. Banaza écoute mais refuse poliment car il préfère passer ses matins à se réveiller pendant que Fenris lui fait une gâterie. En sortant, Banaza trouve Fenris qui semble avoir été malmené. Quand il lui demande ce qui s'est passé, elle insiste sur le fait que tout va bien. Ce qu'elle ne lui dit pas, c'est qu'elle s'est inscrite à un cours de cuisine et a causé un cauchemar. Ce soir-là, le héros, entouré de son harem de filles faciles, apprend les exploits de Banaza et décide d'en faire son bras droit. Un mois passe et Banaza refuse toujours les offres des chevaliers envoyés par le roi. Fenris se plaint de leur insistance et propose de les effrayer, mais Banaza dit que ce n'est pas nécessaire. Plus tard, il trouve Blossom travaillant dur au champ avec leur familier Bearzy et bien que Banaza loue ses efforts, il se demande si elle serait plus forte en s'entraînant au combat. Au même moment, Fenris trouve Billery s'exerçant au tir à l'arc dans les bois, mais lui dit de viser autre chose qu'un arbre. Billery refuse, disant qu'elle ne pourrait jamais blesser un animal car ils sont tous trop mignons. Plus tard, Banaza trouve Bellano se reposant sous un arbre. Il lui donne un anneau magique qui booste son énergie et lui dit de le tester plus tard. Alors qu'il s'éloigne, elle tente de mettre l'anneau à son annulaire, mais Fenris surgit et menace de lui couper le doigt si elle ose. Elles sont interrompues par un cri de Balirosa qui se fait attaquer par une chenille géante. Avant que Banaza n'intervienne, Fenris tranche la créature en deux et gronde Balirosa pour avoir feint la faiblesse face à un monstre de rang C. Quand elle l'accuse de vouloir séduire son prétendu mari, Balirosa reste sans voix et personne ne remarque Uliminas qui les observe sauf Fenris. Ce soir-là, Fenris surprend tout le monde avec un délicieux dîner cuisiné et admet avoir pris des cours de cuisine en secret. Elle a aussi appris que le chemin vers le cœur d'un homme passe par un bon curry, c'est pourquoi elle a fait l'effort de l'apprendre aussi. Alors qu'elle câline Banaza, Uliminas regarde avec horreur, se demandant comment la guerrière de l'armée noire est devenue une simple ménagère. À ce moment, Fenris apparaît derrière elle et l'invite à prendre le thé. Pendant leur discussion, Fenris dit en plaisantant qu'elle est mariée à Banaza, ce qui choque Uliminas.
Elle essaie de lire la puissance de Banaza mais échoue, ce qui ne fait qu'accroître sa curiosité. Il parle de la forêt de Delaveza et de l'absence de bêtes magiques, et Banaza dit nonchalamment qu'il a utilisé un sort de purification. Uliminas s'étouffe presque avec son thé et l'accuse d'avoir mangé le frère de Fenris qui était posté là-bas. Fenris lui dit de se taire et révèle que son frère faisait partie des 4 infernaux du Seigneur Sombre, et s'il est mort si facilement, c'était sa faute. Banaza est surpris que Fenris ne l'ait jamais mentionné, mais elle dit que cela n'avait pas d'importance car elle a choisi d'être avec lui. Soudain, les autres filles arrivent avec des visages horrifiés, ayant tout entendu. Uliminas s'en moque et se dit que Banaza est un danger pour l'armée sombre alors que Fenris est une traîtresse. Elle le défie dans un combat amical, et même si Fenris l'avertit de ne pas le faire, Banaza accepte. Dehors, Uliminas le charge avec son sort de venin de chat et enchaîne avec plusieurs attaques sournoises, mais Banaza les contre toutes. Il la piège ensuite avec un sort appelé Crucifixion, et après avoir lutté pour se libérer, elle abandonne et s'en va vaincue. Le lendemain matin, Banaza s'excuse auprès des filles d'avoir gardé secrète l'identité de Fenris et dit qu'elles peuvent les dénoncer au château si elles le souhaitent. Mais les filles disent qu'elles ne feraient jamais ça car ils les ont tous deux beaucoup aidés au cours des 30 derniers jours. À ce moment-là, ils entendent un vacarme à l'extérieur et trouvent Uliminas debout avec un groupe de dragons. Elle leur dit de se rendre, mais Banaza est plus excité qu'effrayé car il est aussi un passionné de Game of Thrones. Lorsqu'elle ordonne aux dragons d'attaquer, Banaza en élimine la moitié avec un seul sort de foudre, laissant Uliminas sous le choc. Quand le reste des dragons s'enfuit, elle court après eux. Alors qu'ils partent, Blossom dit qu'elle aurait aimé vaincre un dragon pour gagner le titre de tueur de dragons. Banaza dit qu'il peut l'aider et lui dit de lancer sa houe. Quand elle le fait, il utilise la magie pour augmenter sa vitesse et sa force, et elle frappe un dragon en pleine tête, le tuant. Blossom vérifie son statut et crie de joie lorsqu'elle voit le nouveau titre. Les autres filles le supplient de leur accorder le même titre, mais Banaza leur explique que tous les dragons ont déjà disparu, ce qui les laisse très déçus, en particulier Balirosa. Pendant ce temps, aucun d'eux ne remarque que le Seigneur Sombre lui-même les observe à travers un orbe magique. Il est impressionné que quelqu'un d'apparence si ordinaire puisse utiliser des sorts que même le héros ne peut pas, et il décide qu'il est enfin temps de rendre visite à Banaza. Plus tard, Banaza place des barrières autour de leur maison afin qu'ils sachent si quelqu'un de non invité pénètre dans les lieux. Fenris jure qu'elle se chargera de battre Uliminas si elle les dérange à nouveau, mais le simple fait de penser à elle la met en colère. Banaza, quant à lui, se sent mal d'avoir éjecté le frère de Fenris, mais il décide de garder cela pour lui. Pendant ce temps, Blossom continue de vérifier ses stats, encore émerveillée d'être devenue une Dragon Slayer. Les autres se regroupent autour d'elle et Bellano plaisante en disant que son arme est désormais légendaire. Peu après, elle remarque Balirosa qui s'éloigne discrètement et lorsqu'elle lui demande où elle va, elle prétend partir chasser. En réalité, Balirosa se sent juste déprimée parce qu'elle n'a pas obtenu le titre de tueuse de dragons. Elle ne veut pas que Blossom pense qu'elle est amère, mais elle est contrariée car le titre aurait pu l'aider à restaurer la noblesse perdue de sa famille. Alors qu'elle marche, perdue dans ses pensées, un homme étrange s'approche et demande le chemin de la maison. Il dit être un vieil ami de Fenris, mais Balirosa dégaine son épée, soupçonnant qu'il pourrait faire partie de l'armée sombre. L'homme admet qu'il l'est, mais prétend n'avoir aucune mauvaise intention et veut juste rendre visite à Fenris. Après qu'il a promis de partir juste après, elle baisse son épée et accepte de dire à Fenris qu'il est passé. Avant qu'il ne s'en aille, elle lui demande son nom, et il lui répond que c'est Gozal. Ce nom lui semble bizarre, mais elle n'a pas le temps d'y réfléchir, car Banaza et Fenris arrivent soudainement, l'air inquiets. Elle leur raconte ce qui s'est passé, et à sa grande surprise, ils lui disent que l'homme qu'elle vient de rencontrer ne s'appelle pas Gozal. Son vrai nom est Gol, le seigneur des ténèbres en personne, et Balirosa se fait dessus en pensant qu'elle a brandi son épée contre la plus grande menace connue de l'humanité. Dès le lendemain, Gol se rend chez eux et est accueilli par Banaza et Fenris, qui l'invitent calmement à prendre le thé comme s'il n'était qu'un voisin de plus. Alors qu'ils sont assis ensemble, Gol demande à Banaza de rejoindre l'armée des ténèbres, mais celui-ci décline poliment. Gol lui demande pourquoi il ne rejoint pas non plus l'armée du roi, et Banaza répond que c'est parce qu'il n'est pas de ce monde et qu'il n'a aucune intention de se mêler de ses affaires. Gol admet que la guerre dure depuis près de 500 ans, et que personne de cette époque n'est encore en vie pour dire pourquoi elle a commencé. Tout ce qu'il sait, c'est que le premier seigneur des ténèbres était quelqu'un comme lui, venu d'un autre monde, qui a tenté de s'emparer de celui-ci. Cette personne a été acceptée par les démons comme leur chef, car les démons étaient opprimés par les humains à cette époque. La guerre a continué parce que les deux factions voulaient dominer le monde, mais après 12 générations, lui-même a perdu tout intérêt pour de telles choses. Gol déploie alors sa puissance, affirmant qu'il a le devoir de protéger les siens et qu'il ne peut pas les laisser errer librement. Mais Banaza reste assis là, imperturbable, et lui répète qu'il n'est pas intéressé à choisir un camp, qu'il soit humain ou démon.
Finalement, Gol abandonne et s'en va, mais pas avant d'avoir dit qu'il reviendrait pour essayer à nouveau. Après son départ, les filles prennent des nouvelles de Balirosa, qui est sous le choc après avoir été témoin de la puissance du Seigneur des Ténèbres. Le lendemain matin, Balirosa entre dans la salle à manger et voit Gol prendre son petit déjeuner avec Banaza et Fenris comme s'ils étaient de vieux potes. Il l'invite à se joindre à eux, mais elle panique et s'enfuit en disant qu'elle n'est pas habillée convenablement. Pendant toute la semaine, elle évite Gol comme la peste, s'enfuyant à chacune de ses visites, c'est-à-dire tous les jours. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'un soldat royal les espionne secrètement et envoie régulièrement des rapports au roi. Dès que le roi apprend qu'un démon rend visite à Banaza, il entre dans une rage folle, pensant qu'il a pris le parti du Seigneur des Ténèbres. Alors qu'il s'apprête à envoyer des troupes pour s'occuper du traître, la princesse tente d'intervenir. Elle lui dit qu'il n'y a aucune preuve concrète que Banaza soit du côté des démons et suggère qu'ils lui parlent au moins d'abord. Le roi, bien sûr, la fait taire, affirmant qu'elle ne comprend pas comment diriger un royaume. En plein milieu de ce désordre, le héros entre fièrement dans la salle du trône et exige que le roi lui donne des soldats pour aller punir Banaza de ne pas être assez patriote. Pendant ce temps, Ulyminas conseille au Seigneur des Ténèbres de ne pas rendre visite à Banaza aussi souvent, car ce n'est pas prudent. Il lui répond que Banaza est bien plus compréhensif que le roi actuel, et que s'ils parviennent à le rallier, ce sera bénéfique pour les deux espèces. Elle lui demande ensuite quand ils attaqueront et il lui dit de ne pas s'emballer. De retour à la maison, Banaza travaille sur un bouclier en écaille de dragon quand Fenris s'approche de lui. Comme ils sont seuls, elle lui demande doucement si sa décision de ne pas se battre a un rapport avec le fait qu'elle soit une ancienne membre de l'armée des ténèbres. Banaza secoue la tête et lui dit que ce n'est pas ça, c'est juste qu'il ne veut se battre contre personne à moins qu'il n'y ait vraiment pas d'autre choix. Fenris, touché par sa bonté, lui prend la main mais on frappe soudain à la porte. Fenris se demande si c'est Gol, mais c'est le héros et son armée de guignols. Le héros dit à Banaza qu'il sait pour les démons et l'accuse de trahison. Il menace de le tuer s'il n'accepte pas de devenir son subordonné. Banaza ne réagissant pas, le héros suppose qu'il a peur. Banaza lui explique avec calme qu'il n'est intéressé ni par travailler pour lui, ni pour qui que ce soit d'autre. Ces paroles mettent le héros en colère, et il dégaine aussitôt son épée en accusant Banaza d'être un traître. Il précise également qu'il n'hésitera pas à arrêter toutes les filles si elles ne réussissent pas à convaincre Banaza de se ranger de son côté. Ces paroles irritent vraiment Banaza, mais au lieu de chercher le combat, il choisit de s'éloigner et de s'installer ailleurs. Il explique à Fenris qu'il ne veut pas prendre le risque que les filles soient de blessées, mais celle-ci le supplie de les accompagner, expliquant qu'elles ont toujours appris que les démons étaient mauvais, mais que vivre avec Fenris leur a ouvert les yeux. Après leur déclaration, Banaza active un sort de téléportation, et en un instant, la maison, les filles et même les champs disparaissent sous les yeux du héros. Celui-ci reste figé, incapable de comprendre comment un simple roturier peut maîtriser une magie aussi avancée, alors que lui n'y parvient pas. Tandis qu'il encaisse encore l'humiliation, un soldat annonce soudain l'arrivée de Gol. En voyant Gol, le héros perd la tête et ordonne sa capture. Gol, lui, pense à tort que le héros a fait disparaître Banaza. Il enrage et envoie un message à son armée des ténèbres. Il leur ordonne de se préparer à la guerre pour montrer de quoi ils sont capables. Banaza et les autres, après un long voyage, arrivent enfin à l'ouest de la capitale, ce qui apporte un immense soulagement à Balirosa qui attendait leur venue avec impatience. Fenris, très heureuse de retrouver tout le monde, commence à préparer un repas copieux pour le groupe. Sans se douter de la guerre imminente qui menace de tout bouleverser. Pendant ce temps, l'armée des ténèbres attaque violemment les bastions du nord et avance inexorablement vers la capitale, semant la peur sur son passage. Le roi, inquiet, demande ce que fait le héros censé les sauver, et le soldat répond, d'un ton moqueur, que la mauviette se cache dans sa chambre, incapable de faire face à la gravité de la situation. Furieux, le roi ordonne qu'on le traîne dehors. Après son départ, le conseiller du roi suggère que la seule façon de ralentir les démons est de lancer un sort de purification à grande échelle. Le roi hésite d'abord, mais face à l'insistance de son conseil, il finit par accepter, convaincu qu'il n'y a pas d'autre option. Grinal apporte des nouvelles importantes et urgentes, et Gol, comprenant la gravité de la situation, ordonne la retraite juste à temps, évitant ainsi un désastre imminent. Ulyminas proteste vivement contre cette décision, mais Gol lui explique calmement que les humains vont utiliser la purification, une magie puissante et redoutée. Le roi, accompagné de ses mages les plus expérimentés, lance alors le sort complexe et élimine complètement le malicium qui avait été libéré par les démons. Chez lui, Banaza retrouve Fenris, qui l'attend avec un sourire radieux, symbole d'un bonheur simple et sincère, un bonheur profond que vous ne connaîtrez jamais, peu importe les circonstances. Elle lui propose de goûter son dessert, mais Banaza lui répond tranquillement qu'il préfère d'abord prendre le dîner avant de penser au reste.
Plus tard, autour d'un thé, Banaza explique aux autres qu'ils cherchent des boutiques pour vendre des objets et gagner de l'argent. Blossom et Billery proposent alors leur aide financière. Blossom espère vendre ses produits fermiers au marché, tandis que Billery veut élever des chevaux pour tirer des charrettes. Banaza les félicite, mais Balirosa et Bellano se sentent inutiles car elles n'ont pas encore trouvé comment contribuer. Suivant son instinct de louve alpha, Fenris les rassure aussitôt et Banaza approuve en leur disant de continuer à s'entraîner et à aider à la maison. À la capitale, le sort pèse lourdement sur les mages du royaume, rendant la plupart d'entre eux malades. Heureusement, le sort durera 3 mois et aucun démon ne pourra approcher la capitale durant cette période. Même le roi finit alité, alors la princesse Elisabeth prend les rênes pour diriger à sa place. L'une de ses premières décisions est de déchoir le héros de son titre car il s'est avéré totalement inutile. Quand les conseillers demandent comment défendre le royaume sans héros, elle ordonne d'invoquer l'oracle. Pendant ce temps, le héros déchu est expulsé du château et jure qu'ils le supplieront de revenir quand l'armée des ténèbres frappera à nouveau. Cette nuit-là, au lit avec Fenris, Banaza se sent reconnaissant pour tout ce qu'il a et la remercie, disant que rien ne serait possible sans elle. Pendant qu'il parle, Fenris s'endort et Banaza réalise la chance qu'il a de mener une vie si paisible. Le lendemain, les filles décident de s'occuper des corvées pour que Fenris et Banaza puissent sortir en amoureux. Banaza est timide au début, mais Fenris l'entraîne à travers la ville et il s'amuse beaucoup en faisant diverses activités. Plus tard, au marché, Banaza lui propose de choisir ce qu'elle veut en cadeau, ce qui la rend vraiment heureuse. Après avoir fait plusieurs étals, elle tombe sur une boutique d'accessoires qui attire son attention. Banaza décide de lui offrir une broche assortie à ses yeux et elle l'accepte avec joie. Ce soir-là, elle rentre chez elle et ne peut s'empêcher de fixer la broche avec un sourire attendri. Et en la voyant agir aussi mignonnement, les autres filles réalisent qu'elle a passé une journée vraiment spéciale. Cependant, elles sont un peu jalouses, car à ce rythme, elles finiront vieilles filles. Cette nuit-là, pendant que Banaza dort, Fenris se blottit contre lui dans son sommeil, ce qui le trouble. Le lendemain, le héros et sa suivante, Souya, s'introduisent dans le trésor du château, cherchant désespérément de quoi surpasser Banaza. Alors que le héros maudit Banaza intérieurement, une voix mystérieuse l'appelle et lui propose du pouvoir. Il suit la voix jusqu'à une pièce secrète où il trouve une épée scellée dans la pierre. La voix promet d'exaucer son vœu s'il libère l'épée. Il la tire avec empressement et se retrouve projeté par un tourbillon. Une fois l'air dégagé, une femme nommée Hiya apparaît. Elle se présente comme un génie de bas étage, maîtrisant l'ombre et la lumière, et lui offre 3 vœux pour l'avoir libérée. Pendant ce temps, Elisabeth et ses conseillers consultent l'oracle Ashura pour savoir comment protéger le royaume après la fin du sort de purification. Avant que l'oracle ne réponde, des colliers magiques apparaissent soudainement autour de leur cou, provoquant une panique générale. Elisabeth, gardant son calme, comprend vite ce qui se passe et ordonne aux gardes d'aller à la salle du trésor. L'oracle explique ensuite que les colliers font partie d'une malédiction appelée le collier du sacrifice. Elle révèle que c'est Hiya qui les a placés là, et si celui qui a fait le vœu ne l'exauce pas, les colliers prendront la tête de tous. Elisabeth ajoute qu'autrefois, le roi a demandé au même djinn de vaincre le ténébreux, ce qui a tué la moitié des êtres vivants du pays. C'est pourquoi Hiya a été scellée et elle y est restée depuis lors. Tout le monde est horrifié, mais Elisabeth reste calme et demande à l'oracle de lire les cartes. L'oracle leur dit que leur seul espoir est de trouver le vrai héros, celui qui a déjà été invoqué. Les conseillers comprennent qu'elle parle de Banaza et suggèrent d'envoyer l'armée le chercher, mais Elisabeth refuse, car les troupes doivent protéger le royaume. Au lieu de cela, elle propose d'y aller elle-même, car seule une mignonne avec une armure de scénario peut contrôler un tel homme. À la campagne, Banaza parvient à conclure un accord avec un marchand intéressé par ses boucliers en dragon. Il devine aussi que Banaza a apporté des tonnes de viande de dragon en ville, mais il lui demande de garder le silence. Pendant que Banaza tisse des liens, Fenris et Balirosa regardent fièrement, et Balirosa dit qu'elle aimerait avoir un homme comme lui. Fenris devient aussitôt possessive et lui rappelle qu'elle a Gol, ce qui la terrifie. Une fois que Banaza a fini et sort, il remercie Balirosa de l'avoir présenté au marchand. En rentrant, Fenris se dit fier de lui pour sa réussite, mais elle désire aussi passer plus de temps avec lui. C'est alors que son guide vocal l'avertit qu'un djinn se dirige vers lui. Lorsqu'il se retourne, Hiya se tient juste là. Elle annonce que le vœu du héros était qu'elle élimine Banaza et elle est là pour s'en charger. Alors qu'elle lève la main pour frapper, Fenris saute devant lui et encaisse le coup, ce qui la blesse gravement. Fenris tombe dans ses bras, mais Hiya ne s'arrête pas là et continue de lancer des sorts vers Banaza. Mais avant tout dégât, un bouclier se forme autour de lui, Fenris et Balirosa. Banaza tente de soigner Fenris, mais son guide vocal lui dit que sa blessure est trop grave pour la magie de soins de base. Hiya attaque à nouveau avec un sort encore plus puissant, mais le bouclier tient toujours.
Ayant compris que la menace est bien plus sérieuse qu'il ne l'imaginait, Banaza se prépare calmement à ce qui l'attend. Brûlant de rage, l'esprit de Banaza commence à revoir tous les souvenirs qu'ils ont créés ensemble. Du jour de leur rencontre à leur premier rendez-vous jusqu'au moment où il a appris qu'il était responsable de l'extermination de sa tribu. Chaque moment de bonheur, chaque rire, chaque seconde de calme partagée avec elle le pousse en avant alors qu'il jure de lui faire payer. Promettant de faire payer Hiya, il lance un sort d'inversion temporelle pour annuler les blessures de Fenris, fonce vers Hiya et la frappe entre les deux yeux. Alors que Hiya s'étonne de son audace à lever la main sur quelqu'un d'aussi puissant qu'elle, Banaza s'approche et lui écrase le visage, lui disant de se taire. Elle tente de l'arrêter avec un sort, mais Banaza l'annule instantanément et lui donne une bonne leçon de ménagère. Hiya vérifie alors ses statistiques pour découvrir que toutes ses compétences sont infinies. Banaza continue, sans retenue, enchaînant les coups alors que Hiya lutte pour se défendre. Pendant ce temps, Fenris se réveille doucement et voit Banaza se battre pour elle, plus protecteur que jamais. Au début, elle est émue de voir sa force, mais ce sentiment s'estompe quand elle réalise qu'il abandonne ses principes juste pour la protéger. Banaza, ignorant encore que Fenris est réveillé, soulève Hiya par la gorge alors qu'elle pleure et supplie, mais il refuse toute pitié envers celle qui a tué Fenris. Juste au moment où il va l'achever, Fenris l'enlace par derrière et le supplie de s'arrêter. Elle sanglote contre son dos, lui disant que s'il renonce à ses valeurs pour elle, elle ne pourra jamais se le pardonner. Sa voix le ramène brusquement à la réalité. Il lâche Hiya et se retourne pour confirmer qu'elle est bien vivante, le soulagement envahissant son visage. Fenris lui dit qu'elle va vraiment bien, et il l'enlace alors que des larmes coulent de leurs yeux. Pendant ce temps, Elisabeth et ses troupes arrivent à l'orée de la ville grâce à un sort de téléportation. Elle s'excuse auprès des mages pour le stress causé, mais ils lui disent de ne pas s'inquiéter car ils ont juré fidélité au royaume. Elle ordonne ensuite à ses hommes de localiser Banaza, mais avant qu'ils ne bougent, les colliers autour de leur cou tombent en poussière. Elisabeth réalise que quelque chose a mal tourné avec le vœu du héros et se demande pourquoi Hiya ne l'a pas exaucé. De retour au trésor royal, les hommes du roi attendent dehors, demandant au héros de se rendre avant qu'il ne soit trop tard. Le héros comprend que le djinn a dû échouer, mais soudain une fumée noire s'échappe de la pierre maudite d'où il a tiré l'épée. Souya est soudain possédée par un esprit qui change sa tenue pour un peu de fanservice et se présente comme Damalinas, la grande mage de minuit. Avant que le héros ne réagisse, elle lance un sort et le transforme en une version monstrueuse de lui-même. Le héros possédé sort du trésor en trombe avec Damalinas chevauchant son épaule. Son but est d'effacer la famille royale et de punir les nobles qui ont aidé à l'enfermer il y a un siècle. Mais en haut des escaliers, elle remarque les restes d'un cercle de téléportation et envoie le héros après la princesse Elisabeth pour commencer sa vengeance. De retour dans la ville de Banaza, il soigne Hiya qui se réveille et est stupéfaite d'être en vie. Elle demande pourquoi ils l'ont sauvée, et Banaza répond calmement que c'est seulement parce que Fenris respire encore. Balirosa demande ce qu'il compte faire d'elle, car on ne peut pas laisser une telle puissance seule, mais Banaza suggère de l'enfermer à nouveau. Pourtant, il ajoute que la scellée pourrait ne pas durer, car elle pourrait toujours duper quelqu'un pour la libérer. Hiya est choquée qu'il sache cela et demande comment, pour apprendre que Banaza a utilisé la magie de projection pour voir son passé. Elle est stupéfaite qu'un humain puisse utiliser un tel don, car cette magie est réservée à son espèce uniquement. Alors que Banaza cherche une solution, Fenris intervient et suggère de laisser Hiya travailler directement pour lui. Il hésite, rappelant que Hiya a failli la tuer, mais Fenris dit qu'elle ne s'est pas bien défendue et ne lui en veut pas. Après un silence, Banaza tend la main à Hiya et lui dit qu'elle peut rester si elle jure de ne plus jamais blesser personne. Hiya, touchée par l'absence de haine chez Banaza, lui prend la main et lui jure fidélité. Banaza s'excuse même de l'avoir tabassé plus tôt, mais ça lui a donné envie de se soumettre aux grandes dames de Fenris. En regardant la ville dévastée, Banaza songe à utiliser la magie temporelle, mais Hiya l'avertit de ne pas le faire. Elle explique que ces sorts sont risqués car ils désynchronisent ceux hors du rayon d'action, et seul un djinn peut les utiliser. Lorsque Banaza demande comment il est capable de l'utiliser, elle révèle que c'est parce qu'il possède des compétences infinies, ce qui lui confère l'épiphanie, un pouvoir qui lui permet de copier n'importe quel sort utilisé contre lui. Comprenant les risques, Banaza utilise sa magie de construction pour restaurer la ville en toute sécurité. Fenris comprend le risque qu'il a pris pour la sauver et elle en tombe encore plus amoureuse. Plus tard ce soir-là, Banaza présente Hiya à Blossom, Bellano et Billeri. Les filles paniquent d'abord à l'idée de vivre avec un djinn, mais Balirosa les calme et les rassure. Cette nuit-là, Banaza est seule au salon, regrettant d'avoir battu Hiya si impitoyablement. C'est alors que Balirosa vient le voir et il s'excuse de lui avoir montré ce côté de lui.
Balirosa comprend qu'il devait les protéger et il lui avoue qu'il ne comprend pas comment utiliser son pouvoir. Balirosa se penche sur ses propres problèmes, disant qu'elle ne sait même pas qui est l'ennemi, donc elle ne comprend pas pourquoi elle veut devenir plus forte. Malgré ce paradoxe, elle est reconnaissante de vivre avec lui et Fenris. Plus tard, Banaza entre dans sa chambre et trouve Fenris assise sur le lit, l'air préoccupé. Il demande ce qui ne va pas, mais avant qu'elle ne réponde, elle le tire sur le lit et l'immobilise. Elle lui demande s'il envisage de retourner dans son monde et de la laisser derrière lui maintenant qu'il a accès à tous ses puissants sorts. Banaza est choquée, alors elle explique qu'il peut utiliser la magie des djinns et rentrer chez lui quand il veut. Les larmes aux yeux, elle se blottit contre lui et lui demande de l'emmener partout où il ira. Comprenant sa peine, il lui dit que tout ce qu'il aime est ici et qu'il n'a aucune intention de partir. Il lui demande alors si elle accepterait de devenir sa véritable épouse, ajoutant que le fait d'avoir failli la perdre lui a fait réaliser à quel point elle est importante pour lui. Fenris lui répond que pour elle, elle l'a toujours considéré comme son mari. Elle lui explique également qu'on lui a toujours appris à vivre comme une chef de meute, mais que le fait de l'avoir rencontrée lui a fait comprendre que la vie ne tourne pas uniquement autour du combat. En entendant cela, Banaza l'embrasse et tous deux se rapprochent, perdus dans l'instant. Juste au moment où les choses s'échauffent, ils entendent soudain une voix et se retournent pour voir Iya à la porte les observant comme une folle. Banaza, agacé, lui dit de partir. Mais Iya insiste sur le fait qu'en tant que servante, c'est son devoir d'être à ses côtés à tout moment. Elle ajoute qu'il ne devrait pas être gêné, expliquant que ce genre de choses fait partie de la vie, mais ses paroles ne font qu'augmenter leur irritation. Le lendemain matin, la princesse fait le tour de la ville en demandant à tous s'ils ont vu Banaza, mais personne ne semble savoir où il est. Pendant ce temps, à la maison, Fenris sert un bon petit déjeuner à Banaza et aux filles, et révèle que Iya l'a aidé. Elles sont étonnées de découvrir qu'elle sait cuisiner, et Iya explique fièrement qu'elle a décidé d'assumer un rôle de femme au foyer après sa rencontre plutôt intense avec Banaza. Alors qu'ils s'installent pour manger, Fenris rappelle à Iya de s'occuper de la lessive et d'autres tâches une fois finies. Cette petite demande met les autres filles mal à l'aise, et elles commencent à se demander si elles ne sont pas que des parasites. Juste après le repas, Blossom se précipite dans son champ et se lance dans l'agriculture avec plus d'énergie que d'habitude. Billery se rend aussi directement aux écuries pour s'occuper de ses chevaux, déterminée à prouver qu'elle peut aussi aider. Elles craignent toutes deux que si elles se relâchent un peu, Iya ne finisse par prendre leur place. Belano, qui n'a pas de travail spécifique en dehors de la magie, reste dans sa chambre, luttant contre le doute. Son père et son frère sont de puissants mages, et elle a quitté les chevaliers avant de pouvoir leur ressembler, ce qu'elle regrette. Bien qu'elle soit assez faible, Banaza s'est montré très patient face à sa lente progression, ce qui la rend heureuse. Puis un cri soudain venant de l'extérieur interrompt ses pensées. Elle se précipite dehors et trouve Billery déjà sur le pas de la porte. Elle regarde toutes deux le champ de Blossom se faire piétiner par un grand cheval magique incontrôlable. Quand le cheval les attaque, Belano s'avance et érige un sort de barrière, empêchant la créature de foncer sur elle. À ce moment, Balirosa arrive et explique qu'elle a ramené le cheval car elle ne pouvait pas se résoudre à le tuer. Malheureusement, il est devenu sauvage dès leur retour, ce qui est assez étrange. En entendant cela, Billery comprend instantanément le problème et appelle Bircy, lui disant de reprendre sa forme de lapin. Le cheval se calme aussitôt et Billery attrape une pelle et de la corde, les attache ensemble et les lance à la bête qui les mord, lui permettant de monter sur son dos et d'en prendre le contrôle. Une fois la bête complètement calmée, les filles la félicitent pour son talent, la qualifiant d'excellente dresseuse. Assise avec assurance sur la créature désormais docile, elle demande à Balirosa si elles peuvent utiliser le terrain autour de la propriété pour s'entraîner, mais Balirosa dit qu'il faudra d'abord en parler à Banaza. Pendant ce temps, en ville, Banaza et Fenris font leurs affaires, tout en profitant d'un moment romantique en couple. Plus tard, Banaza traite avec le marchand, venant de livrer un lot de gilets en écailles de dragon, tandis que Fenris attend dehors, tout ému de le voir travailler. Soudain, le ciel s'assombrit et une présence étrange emplit l'air alors que Damalinas et le héros, devenu une marionnette monstrueuse sous son contrôle, descendent du ciel. Les citadins crient et courent se mettre à l'abri, mais Banaza, Fenris et la princesse, toujours à proximité, ne bougent pas. Damalinas ne perd pas de temps et cible directement la princesse, éliminant ses gardes en quelques secondes. Au même moment, Iya apparaît devant Banaza et Fenris et explique que le monstre est en fait le héros, contrôlé par Damalinas, une sorcière qui régnait sur Clyrode avant d'être scellée pour usage de magie interdite. Elle dit que c'est le héros, en tirant l'épée maudite, qui l'a libéré, ce qui fait que ce désordre est en partie de sa faute. Elle demande à Banaza la permission de s'en occuper, et il accepte mais lui rappelle que la sécurité des citadins est sa priorité absolue.
À l'autre bout de la ville, le héros possédé s'apprête à écraser la princesse, mais Iya intervient et bloque l'attaque avec aisance. Reconnaissant son adversaire, Damalinas devient furieuse et commence à lancer des sorts, mais Iya les dévie tous sans effort. Même quand Damalinas change de tactique, mêlant force brute et magie, rien ne touche, et Iya lui rappelle calmement que les djinns comme elle ne craignent rien. Tentant de renverser la vapeur, Damalinas invoque des esprits sombres du sol, que le héros absorbe pour devenir encore plus gros que ta mère. Juste au moment où les choses tournent mal, Banaza s'avance et annule le sort de contrôle, faisant disparaître la forme monstrueuse et ramenant le héros à la normale. Iya s'excuse rapidement d'avoir laissé les choses s'envenimer, mais Banaza ne la gronde pas et se contente de hocher la tête en signe d'approbation. Sans perdre de temps, Iya lance un sort de scellement sur Damalinas, qui est trop distraite par la magie de Banaza pour riposter. Son esprit est expulsé du serviteur du héros et se transforme en orbe, que Iya avale pour s'assurer que la sorcière ne s'échappe plus jamais. Banaza demande si l'avaler était vraiment nécessaire, et elle répond que gaspiller de si bonnes choses devrait être un crime. Elle explique ensuite qu'elle a absorbé les pouvoirs de la sorcière, qu'elle utilisera désormais pour le servir. Alors qu'il décide de laisser le héros aux soldats du château, la princesse s'approche de Banaza et se présente formellement. D'abord, elle le remercie pour ce qu'il a fait pour le royaume. Puis elle s'excuse pour la façon dont son père et le héros l'ont traité, promettant que le héros devra rendre des comptes. Ensuite, elle demande poliment à Banaza de retourner à la capitale et de devenir le véritable héros du royaume. Mais Banaza refuse gentiment, disant qu'il n'est pas intéressé à prendre parti et qu'il veut juste caresser le minou de Fenris pour le reste de sa vie. De retour à la maison, Blossom, Bilri et Balirosa réunissent Banaza et lui expliquent leur idée d'agrandir la propriété en achetant plus de terrain. Elles disent que cela leur donnerait plus d'espace pour cultiver et élever des chevaux magiques, ce qui profiterait finalement à toute la maison. Curieuse, Fenris demande à Bilri pourquoi elle préfère les chevaux magiques aux chevaux normaux, et elle avoue que c'est parce que les normaux sont trop chers et difficiles à entretenir. Banaza propose de parler lui-même au propriétaire, mais les filles insistent pour le faire seules, voulant assumer leurs responsabilités et montrer qu'elles peuvent s'en charger. Cependant, une fois qu'il leur montre combien cela va leur coûter, les filles tombent dans le désespoir, sachant qu'elles devront ouvrir un compte OnlyFans pour payer. Heureusement pour elles, Banaza les considère comme faisant partie de cette maison et propose de payer pour elles. Les filles veulent quand même contribuer, alors il propose qu'elles lui versent 30% des bénéfices des nouvelles terres, ce qu'elles acceptent avec joie. Plus tard, Banaza conseille à Blossom de cultiver des plantes rares, offrant même sa magie pour l'aider. Elle veut réussir sans lui, alors Iya propose sa magie à la place, car elle fait aussi partie de la maison. Blossom refuse, préférant la croissance naturelle, mais Bellano insiste pour qu'elle utilise sa magie à bon escient. Ils demandent à Bellano pourquoi elle porte sa tenue de mage, et elle dit qu'elle va intégrer une académie de magie. Les filles pensent qu'elle va y étudier, mais elle révèle qu'elle y sera professeure, ce qui les réjouit. Elle remercie Banaza de lui avoir appris la magie et montré son utilité même en dehors des combats. Elle se tourne vers Blossom pour lui demander si Iya peut utiliser sa magie à la ferme, et elle accepte à condition que cela se fasse sur une petite portion du terrain afin de pouvoir comparer les résultats. Ce soir-là, tout le monde s'occupe de ses tâches, pendant que Banaza et Fenris regardent la scène avec un sourire fier, comme des parents observant leurs enfants. Banaza confie vouloir ouvrir sa propre boutique un jour, et Fenris lui offre tout son soutien. Banaza sort alors une bague sculptée dans la pierre et lui offre comme alliance, ce qui la comble de bonheur. Pendant ce temps, le héros et son serviteur sont en cellule et ils jurent de s'évader pour se venger. Cette nuit-là, Balirosa rêve qu'elle épouse Gol, qui lui promet le monde entier en cadeau de mariage. À son réveil, elle s'étonne de rêver de l'homme qu'elle déteste le plus, puis hurle de frustration. Le lendemain, en aidant Fenris en cuisine, elle semble fatiguée. Fenris en déduit qu'elle a un chagrin d'amour. Elle explique que les membres de son espèce ont tendance à rêver de ce qu'ils désirent le plus, mais Balirosa intervient aussitôt en déclarant haut et fort qu'elle ne pourra jamais tomber amoureuse d'un tel monstre. À ce moment-là, les autres arrivent et lui demandent de révéler qui a conquis son cœur, et comme elle refuse, elle la taquine en devinant qu'il s'agit sûrement du ténébreux. Alors qu'elle devient de plus en plus frustrée, les autres lui disent d'arrêter de juger les démons aussi sévèrement et de suivre l'exemple de Banaza qui a su dépasser ses préjugés. Ils demandent à Fenris leur rencontre. Iya se joint à eux, curieuse de savoir pourquoi elle aime Banaza. Fenris leur dit qu'au-delà de son côté un peu coincé, Banaza est incroyablement gentil et doux. Elle explique aussi qu'au début, elle restait constamment sur ses gardes pour protéger Banaza, mais en réalisant qu'il était plus puissant que quiconque, elle a fini par se détendre. À ce moment-là, Banaza entre, gênée qu'elle parle de son côté plus doux. Soudain, il remarque une présence franchir la barrière, et Iya signale qu'un démon approche. Au château, la princesse apprend que les pièces d'or données par Banaza sont réservées à la cour royale.
Surprise, elle comprend qu'il les a eus lors de son exil à Delaveza. C'est le Banasa qu'ils ont banni. Réalisant leur erreur, la princesse veut s'excuser auprès du vrai héros en lui offrant un harem de beauté. Un soldat accourt alors pour annoncer que le faux héros et sa servante Souya se sont évadés. Elle ordonne leur capture, mais les gardes ne trouvent rien car ils se cachent comme dans Fortnite. Une fois le champ libre, le héros commence à se plaindre d'être traité comme un criminel, mais Souya souligne qu'il en est littéralement un puisqu'il a volé un sac magique au trésor. Lorsqu'il l'ouvre, il ne trouve qu'une gourde d'eau et un coffre au trésor, mais le coffre ne contient rien d'autre qu'une pelle. Le héros hurle de frustration et attire l'attention, mais avant que les gardes ne les atteignent, il creuse rapidement un trou avec la pelle et saute dedans, sans réaliser qu'il est trop profond pour en ressortir. Pendant ce temps, Uliminas rapporte à Gol que Banasa est introuvable. Elle le presse de poursuivre l'invasion, mais Gol dit que le sort de purification est toujours actif et qu'envoyer des troupes maintenant serait une mission sans retour. Elle suggère de corrompre le sol pour dégager un passage, mais Gol refuse toujours, disant qu'il ne peut pas risquer des vies alors que Banasa seul pourrait les anéantir s'il se rangeait du côté des humains. Quand Uliminas l'avertit que d'autres pourraient se soulever contre lui à cause de cette hésitation, Gol se lève avec une aura, ce qui lui fait penser qu'elle a dépassé les bornes. Cependant, il s'approche d'elle et lui tapote doucement la tête, disant qu'il comprend son inquiétude. Une démone nommée Fufun surprend tout et court en informer Yuigar, le frère cadet de Gol. Furieux que Gol se soit ramolli, Yuigar déclare qu'il défiera son frère pour le trône. Le lendemain en ville, Banasa et Fenris terminent leurs affaires et décident de déjeuner quand ils remarquent qu'un vieux magasin ferme ses portes. Ils apprennent que lors de la dernière bataille, l'atelier de la propriétaire et les routes commerciales ont été détruits et elle n'a plus la force de tout recommencer. Sur le chemin du retour, ils croisent Balirosa, qui propose de les inviter car elle a gagné un peu d'argent à la guilde et Fenris accepte avec hésitation. Peu après, Iya apparaît et prévient qu'un puissant démon approche. Fenris reconnaît Gol et arrête Iya avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit. Gol se joint à eux pour le déjeuner, ce qui agace Balirosa au plus haut point. Pendant le repas, Gol admet qu'il les cherchait car la barrière autour de la ville a confirmé la présence de Banasa. Il dit aussi qu'il visite régulièrement les villes humaines pour les observer, ce qui rend Balirosa furieuse. Quand elle l'accuse d'espionnage, Gol l'admet mais explique calmement que les humains ne sont pas aussi innocents qu'ils le pensent car ils s'en prendraient aux démons à vue. Iya ajoute que le vrai problème est que la plupart des démons ne peuvent pas contrôler le malicium qu'ils libèrent naturellement, ce qui nuit aux humains. Gol souligne également que de nombreux démons sont violents par nature, rendant une coexistence pacifique presque impossible. Après son explication sinistre, il s'excuse d'avoir gâché l'ambiance et s'en va tranquillement. Plus tard, en rentrant chez lui avec les filles, Banasa réfléchit à ce que Gol a dit. Il croyait autrefois que ce monde était meilleur que celui d'où il venait, car les demi-humains y étaient traités sur un pied d'égalité. Mais maintenant, il voit que la guerre contre les démons n'est pas si différente de la discrimination qu'il pensait avoir laissée derrière lui. Le cœur lourd, il serre Fenris dans ses bras par derrière, et lui dit à quel point elle compte pour lui. Fenris, comprenant ses émotions, reste immobile et savoure simplement l'instant avec un sourire. Le lendemain matin, alors que Banasa prend son petit déjeuner avec les autres, il loue tous les talents culinaires de Fenris. Elle explique que tout cela est grâce à son enseignante, Milaino, qu'elle a même pris le temps de remercier en personne pour ses cours de cuisine. Juste après, la princesse Elisabeth fait son entrée et surprend Banasa ainsi que Fenris en l'appelant par son véritable nom au lieu de son alias, Flio. Ils l'invitent à entrer et une fois que Balirosa a servi le thé, la princesse demande à tous de sortir car elle souhaite parler seule à Banasa. Fenris refuse aussitôt, affirmant que tout ce qui concerne son mari peut être dit devant elle et que le royaume l'a déjà assez maltraité. Après que Banasa l'a soutenue, la princesse finit par céder. Et tandis que les autres s'en vont, Fenris reste seule avec eux deux. Elle s'agenouille et présente ses excuses sincères à Banasa pour la façon dont il a été traité après son invocation. Mais Banasa lui dit calmement qu'il n'est pas rancunier et lui demande ce qui l'amène. Elle sort une carte, l'étale sur la table et lui montre où les forces du royaume sont stationnées. Banasa s'étonne qu'elle partage quelque chose d'aussi important avec quelqu'un qui ne fait pas partie de son cercle, et elle lui répond en lui expliquant clairement toute la situation. Les effets du sort de purification s'estompent, et les mages du royaume sont encore trop faibles pour en lancer un autre. Des troupes ont été envoyées pour défendre diverses villes, mais il n'y a tout simplement pas assez de soldats pour toutes les protéger. C'est pourquoi elle est venue solliciter son aide. Fenris s'emporte et dit que la princesse n'a aucun droit d'entraîner Banasa dans leur guerre, surtout après l'avoir traité comme un moins que rien. Tentant de calmer le jeu, la princesse dit que son père va bientôt se rétablir et que, si rien n'est fait, il pourrait tenter de traquer Banasa. Fenris pense qu'elle les menace, mais la princesse affirme qu'elle essaie de le protéger. Elle révèle ensuite qu'elle compte forcer son père à abdiquer et à assumer les conséquences de tous ses actes.
Fenris, ne suivant pas tout à fait, commence à penser qu'Elisabeth utilise son mari pour obtenir le trône, mais Banaza lui dit doucement de se calmer. Elisabeth explique alors qu'en lui confiant l'emplacement de ses forces, elle espère prouver à tous qu'il n'est pas allié à l'armée des ténèbres. Cela montrerait clairement que son père s'est trompé sur lui et l'aiderait à obtenir le soutien nécessaire pour monter sur le trône. La princesse le remercie de sa compréhension et le supplie de protéger les citadins innocents. Ailleurs, le héros et Souya parviennent enfin à échapper à leurs poursuivants, mais Souya se met à pleurer car elle a faim. Le héros, dans un rare élan de bonté, lui donne l'un de leurs 2 derniers biscuits. Il est surpris qu'elle ait décidé de rester avec lui après tout ça, mais Souya ressent la même chose, disant qu'il aurait pu tout aussi bien l'abandonner. Juste avant que leur romance n'aboutisse, Fufun apparaît et les kidnappe. Cette nuit-là, Banaza dit à Fenris qu'il veut rendre ce monde meilleur avant d'avoir des enfants, et Fenris soutient sa décision de rester chaste pour l'instant. Quelques jours plus tard, les villageois de la périphérie commencent à fuir vers des lieux plus sûrs, face à la menace des attaques de l'armée des ténèbres. Dans la forêt, une petite fille ramassant des noix ne réalise pas que le danger est proche jusqu'à ce que Banaza et Fenris, déguisés, arrivent juste à temps. Banaza crée une barrière puissante pour bloquer les démons et dit à la fillette de s'enfuir. Fenris demande pourquoi il n'a pas pris la récompense pour son aide, et Banaza répond que cela signifierait qu'il a pris le parti des humains. L'un des démons remarque que Fenris est aussi un démon et demande avec colère pourquoi elle se bat contre eux. Banaza répond qu'elle est sa partenaire et les prévient que s'ils attaquent, il ne se retiendra pas. Fenris leur conseille de battre en retraite, puisqu'ils ne peuvent pas briser la barrière, mais au lieu de cela, ils laissent place à leur chef. Le chef, un cyclope massif que Fenris reconnaît comme l'un des meilleurs combattants de Yuigard, se moque de toute sa race et insulte même la mort de son frère. Pour prouver que sa race ne doit jamais être méprisée, Fenris demande à Banaza de la laisser s'en charger, et une fois qu'il accepte, elle franchit la barrière et lance son attaque. Le cyclope tente de l'écraser avec son énorme massue, mais elle esquive facilement et lui inflige de légères égratignures. Quand il demande si c'est tout ce qu'elle a, elle répond qu'elle se retient exprès car Banaza n'approuve pas l'abus de pouvoir. Puis elle saute en l'air, utilise un sort pour échanger sa place avec lui, ce qui pousse le cyclope à lui lancer sa massue. Elle change à nouveau et le fait s'écraser face la première contre la massue qu'il vient de lancer. Avec un autre sort, elle déracine des arbres et s'en sert pour le clouer au sol. Furieux, le cyclope ordonne aux autres démons de charger, mais Banaza lance un sort qui les fige en plein vol. Il dit à Fenris qu'elle n'a plus besoin de se battre puis soigne le cyclope blessé par magie. Une fois terminé, il demande aux démons de partir, mais le cyclope ne comprend pas pourquoi Banaza les laisse s'en aller. Banaza explique qu'il veut se lier d'amitié avec plus de démons, pas seulement Fenris, mais ajoute qu'il leur montrera toute sa puissance s'il le force. C'est suffisant pour les effrayer et il s'enfuit de la forêt. Banaza abaisse la barrière et Fenris le félicite d'avoir utilisé le regard méprisant qu'elle lui a appris à la maison. Après leur départ, Fenris lui demande pourquoi il ne les a pas torturés et il répond que c'est parce qu'il veut apaiser les tensions entre les 2 races. Peu après, les villageois arrivent avec la jeune fille qu'ils ont sauvée et ils se demandent pourquoi un démon est avec lui. Il révèle qu'elle est sa partenaire, ce qui leur montre que démons et humains ne sont pas ennemis. Ils remercient Banaza de les avoir protégés, mais Banaza leur dit de remercier plutôt la princesse puisque c'est elle qui l'a envoyée. Après cela, il saute sur le dos de Fenris et se dirige vers le village suivant pour aider plus de gens. Peu de temps après, la princesse apprend l'existence d'un aventurier masqué qui repousse l'armée des ténèbres accompagné d'un loup, mais celui-ci repart aussitôt sans donner son nom, laissant tout le monde dans le mystère. De plus, il dit à tout le monde que la princesse l'a envoyé, alors elle comprend immédiatement qu'il s'agit de Banaza et Fenris. Heureuse qu'il ait accepté sa demande, elle se promet de lui rendre l'appareil d'une manière spéciale plus tard. Pendant ce temps, Gol continue d'observer Banaza de loin quand Grinal arrive avec des nouvelles troublantes sur la rébellion de son frère. Au même moment, Fufun présente le héros et Souya à Yuigard, qui prévoit de les sacrifier aux dieux maléfiques en échange du pouvoir de renverser Gol. Alors qu'il prépare le rituel, Yuigard attend avec impatience l'arrivée de Gol. Peu après, Gol arrive chez Banaza et demande s'il peut rester un moment. Banaza, confus, demande ce qui se passe et Gol lui parle enfin de la rébellion de son frère. Quand Grinal lui a dit que Yuigard avait pris le trône, Gol s'est précipité au château, tandis qu'Ulyminas est allé voir les 4 infernaux restants pour demander de l'aide. Ils ont refusé, disant que Gol devait faire face à la vérité, ils s'étaient trop éloignés de leur but originel. Sans aucun soutien, Ulyminas a fait irruption dans la salle du trône et a tenté de frapper Yuigard, mais ses griffes se sont brisées dès qu'elles ont touché sa peau.
Huygard n'a même pas réagi, et d'un seul coup de poing, il l'a projetée contre le mur, la laissant presque incapable de bouger. À ce moment-là, Goll est arrivé avec Grinal et lui a dit de mettre Ulyminas en sécurité pendant qu'il gérait la situation. Huygard l'a défié en duel, mais Goll a dit qu'il n'avait aucune envie de se battre. Huygard a rétorqué qu'il n'avait pas le choix, car leur peuple soutenait le duel et trouvait Goll trop mou. Quand Goll a demandé la raison de leur mécontentement, Huygard l'a accusé de perdre son temps avec les humains. Fufun a ajouté que beaucoup commençaient à douter de sa loyauté. Goll a demandé si Huygard avait ordonné les attaques récentes, ce qu'il a admis fièrement pour prendre le pouvoir. Quand Goll a demandé aux 4 infernaux s'ils étaient d'accord avec Huygard, leur silence a suffi comme réponse. Alors que son énergie commence à monter, tout le monde s'attend à ce qu'il engage le combat, mais à la surprise générale, Goll retire son anneau démoniaque et le lance à son frère, déclarant qu'il abandonne, estimant qu'il n'y a plus de raison de diriger un peuple qui ne croit plus en lui. Alors qu'il partait, Huygard a exigé un combat et Goll a répondu par un coup de pied brutal qu'il a projeté à travers les murs. Il s'est ensuite excusé auprès des infernaux, disant que ce coup était une revanche pour ce qui était arrivé à Ulyminas. De retour au présent, Banaza et Fenris sont stupéfaits par son récit. À ce moment-là, Balirosa entre dans la pièce et manque de s'évanouir en voyant Goll assis là. Banaza dit nonchalamment qu'il compte les laisser rester et Balirosa se fige. Après un moment, elle rejoint les autres, toujours tendue. Goll explique qu'il n'est plus le seigneur démon et qu'il a quitté son royaume car il ne s'y sentait plus à sa place. Blossom demande pourquoi l'armée a attaqué s'il avait abdiqué, et Fenris précise que l'ordre venait de Huygard. En entendant cela et la promesse de Goll de ne pas combattre les humains, tout le monde est rassuré. Fenris demande alors comment Goll, autrefois roi, se retrouve soudainement sans le sou. Ulyminas explique qu'il a donné toute sa fortune à ses fidèles partisans avant de partir. Banaza se tourne vers le reste du groupe et leur demande s'ils accepteraient que Goll et Ulyminas viennent vivre avec eux. Tout le monde accepte sauf Balirosa, qui refuse de vivre sous le même toit que le seigneur démon. Mais après un petit encouragement de Fenris, elle finit par céder à contre-cœur. Le lendemain, Goll, se sentant agité, propose son aide pour les tâches ménagères. Il essaie de rejoindre Blossom dans les champs pour l'aider, mais elle décline sa proposition. Il va ensuite aux écuries pour aider Billerine, mais il effraie les chevaux et se fait expulser. Finalement, il trouve Banaza dans l'atelier et décide de rester avec lui à la place. Pendant qu'ils discutent, Fenris et Ulyminas les observent depuis le couloir. Ulyminas râle de les voir si bien s'entendre, mais Fenris lui rappelle que Goll est désormais libre. Ce soir-là, alors que les autres mangent et rient ensemble, Balirosa reste silencieuse et distante. Une fois que tout le monde est couché, elle va sur le balcon où Banaza et Fenris la rejoignent. Ils lui apportent du thé et des biscuits et lui demandent gentiment ce qui ne va pas. Banaza devine que c'est à cause de Goll et elle avoue être mal à l'aise avec un démon. Banaza la rassure en lui expliquant qu'elle n'a pas à faire semblant de l'apprécier et lui propose simplement de garder ses distances si cela peut l'aider à se sentir plus à l'aise. Ces paroles calmes semblent l'avoir apaisée et dès le lendemain, elle s'approche de Goll pour lui dire clairement qu'elle ne lui fait toujours pas confiance, mais qu'elle acceptera de le surveiller de près. Goll y voit un progrès et lui tend la main, mais elle refuse, disant qu'il doit d'abord mériter cela. Pendant ce temps, au château du démon, le héros et Souya ont réussi à échapper à Fufun et courent maintenant pour sauver leur peau. Alors que Huygard siège au royaume des démons, il fulmine de voir les humains enchaîner les victoires et exige que Fufun lui explique la situation. Elle lui explique calmement que les humains ont posé des pièges puissants bloquant leur avancée, mais il ordonne de lever une armée encore plus grande qu'aucun piège ne pourra ralentir. Alors qu'il se lève pour partir, il salue Fufun comme une simple ménagère. Les 3 infernaux, qui observaient silencieusement la scène, se mettent à discuter entre eux dès que Huygard quitte les lieux. Ils disent qu'ils ne gagneront jamais cette guerre avec un chef qui ne sait que charger aveuglément. Un autre souligne que le moral est déjà au plus bas et que s'ils ne font rien rapidement, toute l'armée pourrait s'effondrer. C'est alors que Fufun revient en trébuchant et leur dit de ne pas s'inquiéter car elle a un plan. Mais d'abord, ils doivent organiser une rencontre sociale pour remonter le moral. Quelques jours plus tard, Banaza et Fenris visitent la ville et elle gagne un prix, un voyage aux sources thermales. Elle est toute excitée, pensant qu'elle sera enfin seule avec Banaza. Et ils peuvent enfin casser des lits. Mais sa joie s'éteint aussitôt quand elle voit que le bon est pour les familles de 3 ou plus, pas les couples. Elle tente de l'échanger, mais Banaza insiste pour y aller en groupe afin que tous profitent d'une pause ensemble. Plus tard, en allant aux sources, Fenris semble triste jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'elle booste la fertilité. Fenris s'imagine déjà porter le bébé de Banaza et se retrouve à nouveau toute excitée. Dès leur arrivée à l'auberge, elle coince une employée et demande discrètement où se trouve cette source précise. Le membre du personnel lui tend une carte avec un sourire chaleureux et lui souhaite bonne chance pour ce qui l'attend.
Pendant ce temps, les filles commencent à mettre les yukatas fournis par l'auberge. En allant au vestiaire, Blossom bouscule par mégarde Huygard, qui est déguisé en humain. Elle s'excuse mais panique en voyant son expression froide et menaçante. Heureusement, Fufune intervient et calme le jeu avant que sa couverture ne soit grillée. Après le départ de Blossom, Huygard râle que Fufune l'ait laissé filer, mais elle le supplie de ne pas faire de scène et lui rappelle leur mission. Elle lui remet aussi un collier qui supprime son malicium, ce qui finit par le calmer. En passant, Gol, Uliminas et Fenris repèrent les démons déguisés, et Gol, toujours aussi naïf, pense que c'est une bonne idée d'aller saluer. Fenris manque de s'énerver et lui dit que se retrouver face à son frère ne mènera qu'à une confrontation. Et si ça gâche ses chances de se faire sauter par Banaza, c'est elle qui va les sauter. Alors que les autres s'installent, Fenris enlace Banaza et lui demande doucement de l'accompagner à la source de fertilité. Aya tente de les accompagner, mais Fenris s'approche brusquement d'elle et la menace clairement, ce qui la pousse à abandonner et à reculer. Arrivé à la source, Fenris tente d'entraîner Banaza dans le bain des femmes, mais heureusement, il s'y oppose fermement. À la place, ils s'assoient tous deux près de la paroi séparant les bains et discutent à travers elle. En discutant, Banaza lui dit qu'une fois ce pétrin fini, il prendra le temps de planifier leur lune de miel, ce qui la rend vraiment heureuse. Pendant ce temps, l'équipe se réunit pour manger et Balirosa ne cesse de jeter des coups d'œil à Gol. Blossom pense qu'elle craque pour le ténébreux et la pousse à s'asseoir avec lui, mais Balirosa dit qu'elle le surveille car elle n'a pas confiance. Blossom interpelle alors Gol et le gars complimente aussitôt la tenue de Balirosa, ce qui la fait tout de suite fondre. Cependant, cela rend Uliminas un peu jalouse. En sortant, Balirosa et elle discutent, et elle déclare sa loyauté absolue envers Gol, faisant réaliser à Balirosa qu'Uliminas est amoureuse de lui. De retour à l'auberge, le groupe d'Huygard déjeune et il exige un divertissement car il s'ennuie à mourir. Fufune essaie de danser, mais elle est si nulle que Huygard la frappe à nouveau juste pour qu'elle s'arrête. Elle étant hors service, deux autres démons tentent de détendre l'atmosphère avec une battle de clash, mais ça finit vite en bagarre, faisant fuiter leur malicium. À cet instant précis, le Eros et Suya arrivent à l'auberge, espérant enfin pouvoir souffler et se relaxer dans les sources chaudes après tout ce qu'ils ont traversé. Comme ils ont besoin d'argent, il sort un joyau qu'il a volé dans le trésor des démons. Alors qu'il l'admire, le joyau se met soudain à aspirer tout le malicium libéré par les deux démons en plein combat. Avant qu'il ne puisse réagir, ils traversent le mur et atterrissent devant lui, lui faisant lâcher le joyau de stupeur. Le temps que Fufune accourt et leur crie d'arrêter, le joyau a absorbé tout le malicium alentour et se fixe sur le héros qui se met à hurler alors qu'il fusionne avec son corps et le recouvre d'une aura noire et corrompue. Bientôt, tout le bâtiment commence à s'effondrer, alors Banaza utilise rapidement sa magie pour le stabiliser. Il dit à Fenris d'aller voir ce qui se passe et elle saute par-dessus le mur sans même prendre la peine de se rhabiller. De l'extérieur, Balirosa et les autres aperçoivent la créature géante qui ravage maintenant l'auberge. Gol jette un coup d'œil et dit que le monstre est fait de pur malicium. Uliminas montre le joyau brillant autour de son cou et explique qu'il est conçu pour amplifier l'absorption de malicium. Balirosa veut se précipiter pour aider tout le monde à l'intérieur, mais Gol leur dit qu'il vaut mieux rester à l'écart car Banaza peut gérer la situation. Pourtant, les filles refusent de rester sans rien faire et insistent pour aider, ce qui pousse Gol à revoir sa position. Inspirés par leur courage, ils se tournent vers Uliminas et lui demandent si elle veut aider Banaza. Elle se rappelle comment, lorsqu'il était le ténébreux, il ne lui demandait jamais son avis, mais maintenant il agit comme un gentleman. Ensemble, ils se téléportent directement sur le toit de l'auberge juste au moment où Fenris arrive de l'autre côté. Les infernaux repèrent immédiatement Gol et commencent à l'appeler, ce qui attire l'attention d'Huygard. Furieux que son frère soit de nouveau là, il fonce vers le toit et lance un défi, exigeant que Gol l'affronte sur le champ. Balirosa voit Gol et Huygard sur le toit et suppose instantanément que Gol les a trahis. Alors elle se dépêche d'aller au bain pour prévenir Banaza. Au même moment, Huygard commence à donner des coups de poing à son frère, mais Gol bloque calmement les attaques avec un sort, ce qui ne fait qu'énerver davantage Huygard. Pendant ce temps, Balirosa trouve Banaza et lui parle rapidement des démons qui se rassemblent sur le toit, y compris Gol, qu'elle croit de mèche avec eux. Banaza l'assure que Gol n'est pas du genre à les trahir et décide de maintenir l'auberge avec sa magie pendant que les frères règlent leur compte. De retour à l'auberge, le monstre alimenté par le malicium attaque Gol, mais il se protège et dit à Uliminas que Huygard a le pouvoir de contrôler le malicium. Uliminas se dit que le meilleur moyen de l'arrêter est de séparer le héros du joyau, qui booste clairement les pouvoirs du monstre, alors Fenris s'en charge et éjecte le héros du joyau d'un coup de poing. Dès que le joyau se sépare, le monstre de malicium disparaît et Suya, qui était prise dans la mêlée, se retrouve à flotter juste au-dessus du sol.
Ensuite, Gol dit calmement à Ulyminas d'empêcher les autres de s'en mêler pendant que les frères s'expliquent sur le toit. Lorsqu'elle rejoint les autres démons, il l'assure qu'ils n'ont aucune intention d'intervenir puisqu'il s'agit clairement d'un combat entre frères. Sur le toit, Yuigard continue de donner des coups de poing sauvages, mais Gol a un sort actif qui les renvoie tous vers Yuigard. Frustré, il décuple sa puissance et commence à frapper encore plus fort. Après avoir subi quelques dégâts, Gol saisit le visage d'Uigard pour le faire taire et utilise un sort pour sceller ses pouvoirs, le laissant totalement impuissant. Furieux d'avoir perdu ses capacités, Yuigard commence à proférer des insultes tandis que le personnel de l'auberge regarde avec horreur, craignant que le combat ne reprenne. Pour éviter plus de dégâts, la gérante ordonne au personnel de sortir leurs talismans, et dès qu'il les lance, les talismans s'enroulent autour d'Uigard et de sa bande comme des cordes et les téléportent hors du bâtiment. Au même moment, Fenris continue de gifler violemment le héros à plusieurs reprises, et quand Ulyminas lui demande ce qu'elle fait, elle répond nonchalamment qu'elle essaie de se débarrasser de tout résidu de malicium. Balirosa accourt alors et lui dit que Banaza veut que tout le monde s'éloigne du bâtiment pour qu'il puisse le réparer, et dès que Fenris entend cela, elle lâche le héros et s'écarte. Banaza lance un sort qui restaure l'auberge telle qu'elle était, et une fois le bâtiment à nouveau stable, tout le monde aide à nettoyer les lieux et à secourir les blessés. Certains membres du personnel poursuivent aussi le héros et Suya, qui tentent de s'éclipser, et le gars creuse un autre trou pour se cacher. Une fois que tout est rentré dans l'ordre, la gérante remercie Banaza et ses amis pour leur aide et leur dit de profiter du reste de leur séjour. Fenris est particulièrement excitée, car elle peut enfin se faire manger son biscuit par Banaza. La nuit, alors que les filles s'amusent dans la source de fertilité, Ulyminas les rejoint et remarque que les attributs de Balirosa sont bien plus gros que les siens, ce qui la rend jalouse. Pendant que les filles s'amusent, Banaza et Gol se détendent dans le bain des hommes et discutent de choses et d'autres. Reconnaissant la gentillesse de Banaza envers toutes les races, Gol se dit prête à l'aider à combler le fossé entre humains et démons, et Banaza convient que collaborer est leur meilleure chance pour une paix durable. Après leur bain, tout le monde se réunit pour un grand dîner, et une serveuse donne à Fenris une tourte à l'anguille réputée pour donner beaucoup d'énergie, ce qui l'aidera à tenir 7 rounds d'affilée. Pendant qu'il mange, Balirosa s'approche de Gol et le remercie discrètement d'avoir sauvé tout le monde de son frère. Plus tard cette nuit-là, alors que presque toute la maison dort, Banaza et Fenris s'assoient dehors sous le clair de lune. Il lui demande ce qu'elle pense des humains, et elle avoue qu'elle a fini par les apprécier, surtout après avoir passé tant de temps avec lui et les filles. Quand elle demande pourquoi il aborde le sujet, Banaza répond que c'est parce qu'il a besoin d'elle à ses côtés, s'ils veulent instaurer la paix entre les deux races. Fenris lui dit qu'elle est prête à le soutenir par tous les moyens, car c'est ce qu'une bonne épouse doit faire. Après cela, ils se laissent emporter par le moment et partagent un baiser avant de s'adonner au plaisir de la chair sur Langawa. Le lendemain, alors que le groupe rentre chez lui, les filles ne peuvent s'empêcher de remarquer que Fenris rayonne de bonheur, ce qui suffit à tout le monde pour deviner ce qui s'est probablement passé. Quelques jours plus tard, la vie chez Banaza reprend doucement son cours normal et chacune des filles poursuit les passe-temps qu'elle préfère. Bellano devient professeur de magie, Blossom travaille dans sa ferme avec l'aide de Iya, Billery s'occupe des chevaux et Balirosa garde son métier d'aventurière. Elle devient même la testeuse officielle de toutes les armes et armures que Banaza et Gol créent pendant leur temps libre, donnant toujours des avis utiles à chaque retour de mission. Bientôt, la princesse Elisabeth monte officiellement sur le trône et demande à son conseiller de capturer son père, qui a probablement fui le royaume après avoir perdu la couronne. Pendant ce temps, le héros et Suya sont toujours recherchés et continuent de se cacher des soldats. De retour à la ferme, Fenris appelle tout le monde pour dîner et Banaza est fier de la famille qu'il a bâtie en si peu de temps. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Si vous êtes allé jusqu'au bout, commentez « J'adore les pieds » pour le prouver.